Alors allons-y. Si vous êtes d'accord, on va positiver, on va revenir optimiste. Y a-t-il une alternative pour que tout le monde puisse manger correctement, durablement, satisfaire des besoins divers dans tous les pays du monde, les pays du Nord, les pays du Sud, les pays tropicaux, Y a-t-il des solutions? Si vous me supportez encore, pendant un petit quart d'heure, j'ai envie de vous faire un petit cours d'agroécologie. Dans le sens agroécologie scientifique. Je voudrais vous parler comme agroécologue. Je sais que le mot agroécologiste, ça fait militant. Je le suis peut-être. Mais momentanément, si vous m'autorisez, je voudrais vous parler comme agroécologue scientifique. L'objet de travail des agriculteurs, c'est un écosystème complexe, un agroécosystème, et on va essayer de faire accroître le rendement de cet ensemble-là, complexe, compliqué. On va essayer de le faire produire davantage à l'hectare, mais c'est lui, c'est pas une plante, c'est pas un animal, mais c'est cet environnement-là qu'on va essayer de faire produire au plus à l'hectare, sans dommage pour notre santé, sans dommage pour l'environnement, sans coût externe caché. Alors allons-y, petit cours d'agroécologie, c'est reconnaître que l'objet de travail des agriculteurs, c'est un agroécosystème compliqué. On va essayer, ça c'est les scientifiques, de rendre intelligible la complexité de ces agroécosystèmes dans lesquels il y a des plantes domestiques, il y a aussi des plantes sauvages, il y a peut-être des animaux domestiques, mais aussi des ravageurs, des champignons pathogènes, et puis il y a peut-être des vers de terre, il y a peut-être des termites. Ouh là là, c'est compliqué, il faut en convenir, c'est compliqué. Et on va essayer de faire le mieux avec ça. Alors allons-y. Vous savez que dans notre alimentation, nous avons besoin d'énergie, je disais, de protéines, de vitamines, de minéraux, de fibres, d'antioxydants, etc. Mais tous les jours dans notre alimentation, nous avons besoin d'énergie. Si je commence à m'agiter devant vous, je me déplace, je dépense de l'énergie. Mais écoutez, rassurez-vous, je peux dépenser cette énergie, j'ai mangé, le CCL m'entretient très bien, je ne suis pas en déficit énergétique, je vais pouvoir la dépenser devant vous. Mais j'ai trouvé cette énergie, l'énergie que je dépense là en m'agitant devant vous, je l'ai trouvée dans l'alimentation. Mais d'où vient cette énergie qu'on trouve dans l'alimentation? La réponse, vous la connaissez, c'est quand même une excellente nouvelle. L'énergie alimentaire nous vient du soleil. C'est l'énergie solaire que la plante transforme en énergie alimentaire. Et les scientifiques disent photosynthèse. La plante est capable d'intercepter les rayons du soleil et d'utiliser cette énergie pour fabriquer l'énergie alimentaire, le sucre, l'amidon, les lipides, les huiles, ces hydrates de carbone qui sont la partie énergétique de notre alimentation. Et la bonne nouvelle, il n'est pas annoncé de pénurie de rayons solaires avant 1,5 milliard d'années. Donc, durable, moi je suis pour qu'on fasse un usage intensif, je dis bien intensif à l'hectare, de ce qui ne nous coûte rien, de ce qui est renouvelable. Ce qui coûte, c'est l'accès au terrain. Là, peut-être dans le débat, on verra qui a accès au terrain agricole. Mais une fois qu'on a accès à ce terrain, il faut faire l'usage le plus intensif de la lumière. Il faut que pas un rayon du soleil ne tombe à terre. En tout cas, le moins possible. Il faut que tous les rayons du soleil tombent sur des feuilles vertes, capables de transformer cette énergie solaire en énergie alimentaire. Couverture végétale la plus totale possible, la plus permanente possible. Je vois deux de mes étudiants qui rigolent et qui disent « ce professeur il radote, il nous l'a déjà dit 1000 fois ». Mais c'est quand même un principe fondamental. Pouvoir avoir la couverture végétale maximale, ça peut vouloir dire qu'entre deux rangées de céréales, on va mettre une culture intermédiaire entre les deux rangées. Et vous allez voir plutôt une espèce différente. Ça peut vouloir faire des associations de culture. 2, 3. Vous allez même voir tout à l'heure une photo, 20 plantes dans le même petit champ. Ouh là là. Mais l'idée est que tous les rayons du soleil tombent sur ces feuilles vertes. Alors produire du sucre, produire l'énergie, le sucre, les lipides,
l'amidon du riz, l'amidon de la patate douce, ce sont des hydrates de carbone. La plante, pour produire ça, recherche du carbone. Où les plantes trouvent-elles le carbone pour fabriquer notre énergie alimentaire? Dans le gaz carbonique, le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Y a-t-il pénurie annoncée de dioxyde de carbone dans l'atmosphère? Réponse non, il y en a trop, c'est un gaz à effet de serre. Plus les agriculteurs pourront faire un usage intensif de ce gaz carbonique, la plante prend le carbone, elle libère l'oxygène, c'est bon pour nos poumons. Et avec ce carbone, fabrique le sucre, fabrique l'amidon, fabrique les lipides, les huiles, et pourquoi pas de la paille. Et si c'est correctement enfoui dans le sol, fabrique de l'humus, je suis pour l'agriculture intensive. Faire l'usage intensif des rayons du soleil qui ne nous coûte rien, c'est renouvelable. Faire l'usage intensif du carbone, du gaz carbonique pléthorique, je pense même que les agriculteurs mériteraient d'être rémunérés quand ils parviennent à séquestrer du carbone dans l'humus des sols, parce qu'ils contribuent à atténuer ce réchauffement climatique. Moi, pour certains pays du Sud, s'il y a des négociations climatiques, COP21, COP22, vous savez, les conférences des partis sur le réchauffement climatique, eh bien je dirais, mais pourquoi vous ne nous rémunérez pas pour des services de séquestration de carbone dans l'humus des sols? Après tout, les agriculteurs mériteraient d'être rémunérés s'ils nous évitent le réchauffement climatique global, ou du moins s'ils contribuent à l'atténuer. Donc oui, on va faire l'usage intensif de ce gaz carbonique, mais pour en faire un usage intensif, il faut quand même que le gaz carbonique rentre dans la plante. Et le gaz carbonique ne rentre dans la plante que si la plante transpire. Excusez-moi d'être un peu technique, mais vous savez que la plante, quand il fait chaud, quand il fait sec, elle transpire. Nous aussi, nous transpirons. Nous, il nous faut boire tout de suite. Merci, le CCL et l'Institut français, vous m'avez prévu de l'eau. Je ne vais pas me déshydrater, mais nous avons besoin d'eau tout de suite, sinon on meurt. La plante, elle, si elle manque d'eau à boire dans le sol, elle peut résister au stress hydrique, elle peut résister au manque d'eau. Pour ne pas se dessécher, elle arrête de transpirer. Elle ferme les orifices par lesquels elle était en train de transpirer. Sauf que c'est par ces mêmes orifices que la plante était capable d'intercepter le gaz carbonique et relâcher l'oxygène pour nos poumons. C'est-à-dire que quand il n'y a pas assez d'eau dans le sol, c'est un principe fondamental de l'agroécologie, la plante, la feuille doit être verte. Il n'y a de transformation de l'énergie solaire en énergie alimentaire que si la plante est verte, que si la plante transpire. C'est par les petits trous par lesquels elle transpire qu'elle nous prend le carbone pour fabriquer le sucre, l'amidon, les lipides, la paille, les racines et le carbone de l'humus des sols. C'est la gestion de l'eau qui est le plus délicat en agriculture. C'est vrai dans les régions semi-arides, c'est vrai dans les régions où il y a d'excès d'eau. Il faut que toute l'eau s'infiltre dans les sols et que rien ne ruisselle. Il faut emmagasiner le maximum d'eau en réserve dans le sol pour que même en saison sèche, pour que même dans les périodes sèches, la plante puisse encore trouver de l'eau. Il faut que plus rien ne ruisselle. On va mettre des barrières au ruissellement. On va remettre des arbres. Là où on avait vu le tracteur. Il va falloir remettre des arbres, remettre des haies, empêcher l'eau de ruisseler, empêcher l'érosion, faire en sorte que l'eau rentre dans le sol, soit à disposition des plantes, même quand arrivera la période de sécheresse. Et la plante pourra trouver de l'eau et continuer la photosynthèse, continuer de nous fabriquer l'énergie et tous les produits, les fibres et autres. Mais il faut que l'eau s'infiltre. On disait il faut que le sol soit poreux. Quand j'étais jeune, dans un établissement, on m'enseignait qu'il faut le labour. Et maintenant on me dit, à juste titre, oula, le labour, travailler excessivement le sol, c'est oxyder le carbone du gaz carbonique, ça contribue au réchauffement climatique, ça dégage du gaz carbonique. Non, il faut éviter le labour,
Le carbone de l'humus doit rester dans l'humus, ne pas être oxydé, ne pas produire de gaz carbonique. Et on évite aujourd'hui le labour, mais il faut que le sol soit poreux. On pense plutôt les vers de terre, les lombrics, les termites, mais la biologie des sols, c'est la faune du sol qui va nous rendre la structure poreuse. Oui, c'est savant, beaucoup plus savant qu'un labour, mais on va devoir envisager une agriculture avec un minimum de travail du sol. Je ne dis pas qu'on peut toujours arrêter tout travail du sol, tout dépend des conditions locales, mais l'idée fondamentale, c'est de faire en sorte que c'est la biologie des sols qui sont le sol poreux. Le sol poreux va accueillir de l'eau, il va emmagasiner de l'eau, allonger la durée de la photosynthèse, parce qu'elle allongera la durée de la transpiration. Maintenant, vous voulez que l'eau reste à hauteur des racines, n'aille pas tout de suite en profondeur, là c'est l'humus. C'est l'humus qui va retenir l'eau. L'humus, c'est beaucoup de carbone, et c'est un peu d'azote. L'humus, c'est quand vous avez récolté, les restes de paille, les restes de racines vont se décomposer, des microbes vont commencer à grignoter, décomposer ces résidus de culture, et ils vont fabriquer de l'humus. Mais pour fabriquer de l'humus, le microbe a quand même besoin d'un peu d'azote. Et oui, en agriculture, on a un peu besoin d'azote. L'azote, on le trouve dans l'air. L'azote, c'est 79% d'azote dans l'air. Il n'y a pas pénurie annoncée avant des siècles. Et l'azote, c'est pas seulement pour aider les microbes à produire de l'humus, mais l'azote, c'est aussi produire des protéines. Nous avons besoin de protéines comme deuxième nécessité. On en a besoin pour tous les tissus du corps humain. La peau, les cheveux, les muscles, le sang, les os. Et il nous faut en prendre tous les jours. Parce que nos muscles, parce que nos tissus s'usent, et nous rejetons l'azote de ces protéines dans l'urine, la sueur, les larmes. Mais il nous faut renouveler tous les jours notre ration en protéines. Et les protéines, c'est les hydrates de carbone sur lesquels il faut rajouter de l'azote. Troisième bonne nouvelle, pas de pénurie annoncée d'azote dans les siècles qui viennent. On va faire un usage intensif de l'azote de l'air pour fabriquer des protéines. Mais rajouter de l'azote sur un hydrate de carbone pour fabriquer des protéines, c'est coûteux en énergie. Alors évidemment, l'agriculture industrielle, elle a dit, il faut des blés riches en protéines pour faire du pain, il faut... Alors, on va apporter un engrais azoté de synthèse. Mais fabriquer un engrais azoté de synthèse, c'est coûteux en énergie fossile. C'est du pétrole, du gaz naturel. Ça, les engrais azotés de synthèse, excusez-moi, c'est le passé. C'est désuet. L'agriculture moderne de demain se devra d'être très économe en énergie fossile, parce que l'énergie fossile, elle est de plus en plus coûteuse, et c'est vraiment pas la peine de porter préjudice aux générations futures. Mais il y a une alternative. Il y a des plantes, tous les agriculteurs du monde entier les connaissent, c'est des plantes de l'ordre des légumineuses. Alors ça peut être des plantes destinées à l'alimentation des animaux, ça peut être des graines, légumes, ça peut être des légumes secs pour notre alimentation, pour les cochons, pour nous, mais les plantes de l'ordre des légumineuses sont capables, en circuit court, d'intercepter, c'est des microbes qui les aident à faire ça, intercepter l'azote de l'air, fabriquer des protéines, sans qu'on ait besoin d'avoir recours à l'énergie fossile. Oui, l'agriculture moderne de demain va devoir associer des plantes de l'ordre des légumineuses, que ce soit pour notre alimentation en protéines, ou que ce soit pour laisser des résidus riches en azote dans le sol, pour que les plantes qui vont succéder l'année d'après dans la rotation des cultures, les sols seront fertilisés en azote par la voie biologique, sans engrais de synthèse, sans consommation d'énergie fossile. Oui, la vraie révolution, enfin, une des vraies révolutions techniques de demain dans l'agroécologie, c'est d'associer dans les associations végétales ou dans les rotations, dans les territoires villageois, des plantes de l'ordre des légumineuses capables de produire nos protéines en circuit court et de fertiliser les sols en azote pour d'autres cultures qui ne seraient pas des légumineuses sans qu'on ait recours aux engrais azotés de synthèse. Et puis maintenant, dernier petit chapitre du petit cours d'agroécologie, excusez-moi, nous avons besoin de calcium pour les os, nous avons besoin de phosphore pour toutes les fonctions du corps humain, la plante aussi en a besoin, de potassium, d'oligo-éléments,
Et là, la plante trouve ça dans le sol. Et plus on en prend dans le sol pour notre alimentation, plus il faut pouvoir en remettre. Et le phosphore, c'est bien la grande inquiétude. Excusez-moi, il y avait 3 bonnes nouvelles, mais il y en a quand même une mauvaise. La mauvaise, c'est la perspective de pénurie de phosphore dans des délais maintenant très rapprochés. Ce ne sera pas ma génération, mais la génération d'après le voit, et la suivante, attention. Il nous faudra être très économe en phosphore. Ça peut vouloir dire, y compris, que tous les effluents d'élevage, vous savez que le phosphore que nous consommons, c'est un peu comme l'azote de la protéine, et après on en voit repartir dans nos urines. Si on pouvait le remettre dans les sols, en fabriquant du fumier, en recyclant les déjections animales et les résidus de culture dans les sols, pour éviter le gaspillage en phosphore, ça oui, c'est de l'agroécologie. Mais il nous faudra trouver du phosphore ailleurs. Et là, c'est pas simple. Il y en a du phosphore. Il y en a en quantité. Mais où ça? Entre nous et le magma. Des épaisseurs de granit, des épaisseurs de roche, de profondeur considérable. Il y a les éléments minéraux dont nous avons besoin pour l'alimentation. Mais faire de la poudre de roche, pour en faire un fertilisant, et faire, surtout pour le phosphore, assimilable par la plante, alors là je vous dis tout de suite, n'y pensez pas tout de suite. C'est coûteux en énergie. Il faudrait faire une poudre tellement fine. Non. Tant qu'on dépend d'énergie fossile dans ce monde, oubliez. Mais en sous-sol. En sous-sol, il y a quand même des arbres qui peuvent aller chercher des éléments minéraux. La roche est altérée, elle est dégradée par le climat. Et tous les ans, tous les jours, il y a des éléments minéraux à disposition en sous-sol. C'est pas accessible à une racine de maïs. C'est pas accessible à une racine de riz. Mais ça peut être accessible à une racine d'arbre. Et si c'est accessible à une racine d'arbre profonde, là on va aller chercher les éléments minéraux, ça va remonter avec la sève, ça va aller dans les feuilles, la feuille morte va tomber à terre et fertiliser la couche arabe. Oui, nous allons remettre des arbres, pas seulement pour lutter contre le ruissellement, les haies, pas seulement pour faire brise-vent, mais aussi parce que les arbres peuvent jouer un rôle fertilisant. Si en plus l'arbre est une légumineuse, il apportera l'azote. Mais oui, les arbres qu'on plantait dans les champs, ou au moins en bordure des champs, ces arbres peuvent jouer un rôle fertilisant en remontant les éléments minéraux du sous-sol vers la couche arabe grâce aux feuilles mortes qui vont tomber à terre. Et puis, on est vraiment dans l'agriculture moderne de demain, mais il y a ce qu'on appelle des champignons mycorhiziens, excusez-moi, oui, je vous regarde et j'ai oublié mon texte, mais je vous ai dit tout ça. L'agroforesterie, on dit, culture sous parc arboré, mais c'est aussi, et ça c'est honnêtement un des grands progrès sans doute dans les 20 années qui viennent, l'utilisation de champignons utiles. On lit les champignons mycorhiziens. Ils s'incrustent dans la racine de la plante, parasitent l'énergie de la plante, de la photosynthèse, mais fabriquent un mycélium, vous savez, c'est comme du moisi, des petits filaments extrêmement fins, capables d'aller chercher les éléments minéraux qui sont prisonniers, qui sont coincés dans les argiles. Ce que la plante est incapable de faire, même quand elle a des racines les plus fines. Le champignon mycorhizien, lui, il parvient. Et alors là, je vous le dis tout de suite, la question de va-t-on manquer de phosphore dans les années qui viennent, ouf, ça va être résolu si nous sommes capables, effectivement, dans nos terrains cultivés, de favoriser la prolifération de ces champignons utiles, de ces champignons mycorhiziens, qui permettent d'avoir accès à des éléments minéraux, et notamment le phosphore, qui n'était pas assimilable par la plante, et qui le devient. Ces champignons ont aussi un rôle sur la structure du sol, sur la porosité, sur sa stabilité face aux agents d'érosion. Oui, dans les 20 ans qui viennent, la principale progrès qui va y avoir lieu pour l'agriculture moderne de demain, en s'inspirant de l'agroécologie scientifique, ça va être à coup sûr les champignons mycorhiziens qui nous retirent une sérieuse épine du pied, les éléments minéraux, et notamment le phosphore, pour lequel, oui, là, il y a quand même des risques de pénurie, et il faut faire très attention. Et du coup, effectivement, on aurait envie de dire, alors évidemment,
Il y a d'autres aspects. Quand vous mettez des arbres, ça joue le rôle de brise-vent, ça empêche le ruissellement, ça contribue à la fertilisation des sols, mais ça peut héberger des insectes prédateurs qui vont eux-mêmes neutraliser, je ne dis pas éradiquer, mais neutraliser la prolifération des insectes ravageurs. Oui, nous avons besoin en agriculture d'insectes utiles. Les insectes utiles, c'est des insectes qui empêchent la prolifération des insectes ravageurs. Mais si nous mettons des produits en cible, si nous luttons contre les insectes ravageurs avec des pesticides, avec des insecticides, nous détruisons une grande gamme d'insectes, y compris les insectes utiles. Oui, l'agriculture de demain va interdire l'emploi des insecticides. Vous voulez qu'il y ait des champignons mycorhiziens dans le sol? Ne mettez pas de fongicides pour protéger vos cultures contre les champignons pathogènes. Oui, l'agriculture moderne de demain, elle ne va plus tuer les insectes, elle ne va plus tuer les champignons, elle n'éradique plus rien. Elle vit avec. Elle va chercher des variétés tolérantes, qui tolèrent la présence des insectes ravageurs, des insectes piqueurs-suceurs. Mais moi je me souviens, à Sayabori, le coton là-haut, mais il était velu. Les jacides, les insectes piqueurs-suceurs, ne parvenaient pas à piquer et sucer la sève parce que les poils du cotonnier empêchaient les attaques de jacides. Voilà l'agriculture moderne de demain. On aura des variétés à poil. S'il y a des insectes, rien d'obscène dans mes propos, mais des variétés velues pour neutraliser et vivre avec. Il y a des chenilles. Oh, faites des plantes. Les feuilles lisses. Le papillon, il dépose son œuf sur la feuille. Mais la feuille est tellement bien cirée, lisse. L'œuf tombe à terre, il n'y aura pas de développement de la larve sur les feuilles. Aujourd'hui, on sait que certaines plantes, on commence à comprendre, c'était le travail de décennies de paysans, que dis-je, de siècles de sélection paysanne. Mais il y a des plantes, feuilles lisses, que l'on sait qui résistent à des insectes piqueurs-suceurs. Comment est-ce possible? Il n'y a pas de poils. Et bien on découvre que dans l'échancrure, quand l'insecte fait une blessure à la plante, ça dégage un gaz, et ce gaz attire le prédateur de l'insecte piqueur-suceur. Les équilibres écologiques, nous avons encore tout à découvrir. C'est passionnant. Je sens que l'enseignement dans les facultés d'agronomie va devenir révolutionnaire. Je ne regarde pas mes étudiants, mais je regarde madame le professeur derrière. C'est merveilleux. Tout est à faire, tout est à enseigner, tout est à découvrir, tout est à rechercher. Oui, l'agroécologie scientifique, elle a un terrain inouï pour les scientifiques, pour qu'ils prennent plaisir à travailler dans la science, et en plus, ça va être bigrement utile. On va pouvoir produire davantage à l'unité de surface, avec des stations de culture, des cultures sous parc arboré, avec plein de champignons mycorhiziens, peu d'insectes prédateurs. On va minorer le ravage des insectes prédateurs, mais on ne va pas les tuer, c'est terminé. On sait de tuer, on sait d'employer des herbicides, on aura même un jour une alimentation de qualité, fini les cancers du sein, fini les cancers de la prostate, en tout cas à des âges où on le méritera, mais pas avant. Mais voilà, il y a toutes les raisons d'être optimiste. Oui, on peut nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière et tout pays confondu, et on produira mieux, on produira sans dégâts environnementaux. Évidemment, vous l'avez compris, cette agriculture, elle n'est pas industrielle, elle est artisanale, elle exige du travail. Une agriculture soignée, une agriculture bichonnée, artisanale, elle exige du travail. Est-ce grave de promouvoir une agriculture intensive en emploi dans les pays où le taux de chômage dépasse 10%? Je pense que ce n'est pas si grave. Et vous l'avez compris, cette agriculture qui exige du travail doit être correctement rémunérée. On en arrive effectivement à comment rémunérer correctement des agriculteurs pour que sans exode rural prématuré, on puisse leur donner les moyens de pratiquer une agriculture plus artisanale, plus diversifiée, moins polluée et eau. Quelques photos, excusez-moi, ça c'est des photos de pays tempérés, c'est plutôt pour l'alimentation animale, et c'est juste pour vous dire qu'il y a une accession de graminées qui apportent de l'énergie et du carbone, et une légumineuse, les plantes de l'ordre des légumineuses, qui fabriquent des protéines, et quand
ce couvert d'herbe a servi à nourrir des vaches, des chèvres, des brebis, des ruminants, eh bien, il y a le carbone de la graminée, il y a l'azote de la légumineuse, et ça vous fabrique de l'humus, sans même qu'on ait à produire du fumier. Et pourtant, Madame l'ambassadrice, je suis un ardent défenseur du fumier. Pour des raisons qui peut-être ne vous échappent pas, même notre traducteur en anglais m'a demandé si c'était vrai. Je m'appelais comme ça. Et donc, honneur à nos traducteurs, hein, en lao et en anglais, un grand merci. Mais, oui, parce que le fumier, c'est quand même le carbone de la paille et l'azote de l'urine. Et donc, oui, ça fabrique du fumier, ça fabrique de l'humus, dans les bons dosages. Donc oui, cette agriculture, on va plus rien perdre, on va tout recycler, économie circulaire. Alors, association végétale, le pays du Sud, très classique dans les pays d'Amérique précolombienne, hein, mais qui est encore pratiquée aujourd'hui, l'association du maïs, culture énergétique, carbone, le haricot, légumineuse, qui nous fournit des protéines. Souvent, il y a une cucurbitacée, une plante rampante, une pastèque, une courge, qui va récupérer les derniers rayons du soleil. On ne perd rien. Usage intensif des ressources naturelles renouvelables. Oui, on peut s'inspirer de ces formes d'agriculture. Je sais que les haricots rouges, vous ne consommez pas beaucoup, mais le soja dans le... Alors, j'avais envie de dire dans le pad thai, mais on peut dire pad lao, hein, aussi, je veux dire. La graine germée, c'est quand même une source de protéines. Oui, le guang bean, le haricot mongo, il faut essayer de trouver effectivement les légumineuses du goût alimentaire de chacun de nos pays. Mais il faudrait trouver, je sens qu'il y a des difficultés. Là, j'en conviens, mais c'est intéressant. On est à Madagascar. Vous voyez que le maïs est récolté. Ça veut dire qu'on est déjà en saison sèche. Mais il y a une plante, la feuille verte. C'est la légumineuse qui apporte l'azote. Ça veut dire que son enracinement est tellement profond que même en saison sèche, elle trouve de l'eau. Donc elle continue de transpirer, elle continue la photosynthèse, et comme c'est une légumineuse, elle fabrique des protéines. Et quand elle sera récoltée, ça va fabriquer de l'humus. Écoutez, c'est savant. Alors évidemment, la dolique, cette légumineuse en question, c'est le régime culinaire, culturellement, c'est malgache. J'ai pas dit au Laos qu'on doit faire de la culture de dolique et tout le monde va devoir manger de la dolique. L'idée, c'est bien de trouver les légumineuses, du goût, des coutumes, mais c'est quand même des sources en protéines, pas cher, c'est riche en fibres, il n'y a pas de cancer du côlon, c'est quand même très simple. Juste pour vous dire, chez votre pays voisin, vous avez des femmes thaïlandaises qui sèment du soja en rotation avec le riz juste après la récolte. Et le soja va apporter la protéine, et le soja va laisser un résidu azoté qui fait que la rizière sera fertilisée en azote grâce à la légumineuse. Et puis, alors là, les associations, c'est déjà 3, 4, 5 espèces différentes. Et puis là, alors là, la permaculture. Les jeunes étudiants de l'école d'agronomie en France, non, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que la permaculture? Et je leur dis, c'est mon cours pratiqué par des extrémistes. C'est-à-dire, c'est une agriculture savante, il y a une vingtaine d'espèces dans le même champ. Mais tout est fait pour qu'il n'y ait pas un rayon de soleil qui tombe à terre. Dans les plantes, il y a des légumineuses qui vont apporter l'azote. Il y a tout est savant. Pour qu'il n'y ait pas de concurrence pour la lumière, pour qu'il n'y ait pas de concurrence pour le désol, pour qu'il n'y ait pas de choses comme ça. Alors évidemment, vous l'avez compris, c'est artisanal, c'est exigeant de travail. Oui, on parvient, y compris dans certaines régions, dans les pays où on a créé beaucoup de chômage, parce que beaucoup de pays industriels, il y a quand même pas mal de gens qui vivent dans des conditions difficiles, parce qu'ils n'ont pas trouvé d'emploi, et l'agriculture ne leur fournissait pas. Ben écoutez, on parvient, parfois, dans certains pays, à installer des jeunes pour faire des choses savantes. La haie, bon, juste pour dire, une haie composite, comme on dit, une haie composée de 3 strates. Dans la bande enherbée, il y aura des petits animaux qui vont neutraliser les limaces. Dans la partie arbustive, vous allez trouver des abeilles que l'on va maintenir et qui vont féconder les cultures. Et vous aurez même peut-être des insectes auxiliaires qui vont neutraliser les ravageurs de la culture. Et dans les hautes tiges de l'arbre, vous aurez même peut-être des oiseaux qui, eux, vont s'attaquer aux larves de certains animaux ravageurs. C'est savant, quoi.
Mais il faut remettre des arbres dans certaines régions. Et d'ailleurs, on me dit, ah mais l'agroforesterie, la culture sous parc arboré, ce n'est que quand on est en agriculture manuelle. Ben écoutez, là, l'écartement entre les arbres, ce sont des noyers, mais ça permet quand même la culture de blé, donc c'est une céréale de pays tempérés, mais cette culture de blé, elle occupe le sol pendant évidemment la saison fraîche et pluvieuse de l'hiver des pays tempérés, et quand c'est récolté et que c'est sec, mais écoutez, c'est le noyer qui développe ses feuilles. Vous avez vu que le noyer a fait peu d'ombrage, mais après ce sera le noyer qui développe ses feuilles, et donc il y aura encore de la photosynthèse. Le noyer a des racines profondes, il a accès à de l'eau qui n'était pas accessible au blé. On utilise intelligemment l'eau des pluies. Elle s'infiltre, elle est emmagasinée, et on l'exploite sur une plus grande profondeur. On allonge la durée de la photosynthèse. Alors évidemment, les rangées d'arbres, il faut laisser passer la moissonneuse-batteuse, parce que c'est mécanisé. La largeur, les écarts entre les arbres, c'est pour laisser passer un engin motomécanisé. Ok, mais même dans les pays où l'agriculture est déjà hautement motomécanisée, on peut quand même concevoir des associations végétales savantes en question. Je poursuis, excusez-moi, on s'éloigne un peu de pays comme le vôtre. On est dans l'Afrique semi-aride subsaharienne, mais c'est juste pour vous montrer, sous l'arbre, regardez la végétation cultivée, c'est du mil, hein, du millet, et bien regardez la différence avec l'endroit où il n'y a pas d'arbre. Rendement 3 fois supérieur. Vous l'avez compris, cet arbre joue le rôle fertilisant, en plus c'est une légumineuse. Les feuilles, pareil, se développent en saison sèche, donc ça continue la photosynthèse en saison sèche. Il perd ses feuilles à la saison des pluies, ça ne fait pas trop d'ombrage pour la plante cultivée, et la feuille tombe, ça apporte le carbone de la photosynthèse, l'azote de la légumineuse, les éléments minéraux de la profondeur, ça fabrique de l'humus. L'humus retient l'eau, ça tombe bien, on est au Niger, dans un climat semi-aride. Retenir l'eau, ça permet à la plante d'allonger la photosynthèse. Attendez, dans les pays où on a vraiment faim, dans les pays où les gens sont en guerre civile, parce que les gens se disputent les ressources, les solutions techniques existent déjà. Alors il suffit de cultiver sous parc arboré, ça y est, on a l'impression de cultiver sous une forêt claire. Vous voyez qu'on vient de faire le labour, les plantes, les feuilles viennent de tomber. Là, c'est toute la parcelle où le rendement sera multiplié par 3. Ici, nous sommes à Java, l'agroforesterie. Vous repérez sans doute le papayer, le caféier, les arbres fruitiers, sans doute des légumineuses comme arbres d'ombrage. Pas un rayon du soleil tombe à terre, c'est savant. On est évidemment à plusieurs centaines d'habitants au kilomètre carré. On est bien des densités bien supérieures à celles du Laos. Et sans faim ni malnutrition. Ici, nous sommes à 300 habitants au kilomètre carré. Tout est utile. Ce n'est plus de la forêt. Enfin, c'est une forêt, mais c'est une agroforêt. Tous les arbres ici sont utiles. Et ce que ne montre pas la photo, tellement ça fait d'ombrage, c'est qu'évidemment, en dessous, il y a des gingembres, il y a des cardamomes, il y a des plantes d'ombrage. Mais il n'y a pas un rayon du soleil qui tombe à terre. Vous aurez évidemment quelques plantes d'ombrage qui sont des légumineuses pour apporter de l'azote. Oui, l'agroforesterie, c'est moderne et ça peut nourrir des populations croissantes. L'agroforesterie philippine associée à la riziculture. Là, nous sommes de nouveau au Laos. Culture de cardamome, sous couvert forestier, dans le recru après Abati-Bruli. Nous sommes ici au Laos, dans le Grand Nord, dans le district de Phongsali. Mais oui, c'est une source de revenus non négligeable. C'est pour la pharmacopée chinoise, c'est une cardamome un peu spéciale. Hein. C'est pas la cardamome épice, c'est une cardamome médicinale, un Pomum pilosum pour la pharmacopée chinoise. Et je peux vous assurer que quand nous avions commencé des projets, c'est quand même un peu l'actif du GCL, mais quand nous avions commencé, nous avions fait des études de marché, et je peux vous assurer, oui, il y a encore... Alors évidemment, parfois quand même les cours peuvent s'effondrer. Il faudra diversifier encore davantage. On peut penser galanga, on peut penser cardamome, on peut penser mûrier à papier, on peut penser plusieurs productions dans des écosystèmes qui resteront forestiers, même si cette forêt va devenir de plus en plus utile, nourricière, diversifiée d'espèces utiles. Là, c'est des pépinières de thé sauvage. Nous sommes aussi encore dans la région, alors c'est la province de Phongsali, mais c'est un autre espace. Eh bien oui, on peut trouver dans la forêt native des plantes qui étaient des plantes sauvages, qui étaient des plantes de cueillette, des plantes dont on craint d'ailleurs que la seule surcueillette
pour assurer les besoins d'un marché voisin, le marché chinois, si on ne laissait que la cueillette et qu'on ne commençait pas à les cultiver, ce serait la pénurie. Et si les Chinois achètent ici, c'est que leur pays est déforesté. Mais si on peut éviter la déforestation, tout en produisant les produits qui sont utiles aussi bien à la nation là-haut que les voisins chinois qui leur achèteront à bon prix, c'est peut-être pas idiot. Bon, là vous le connaissez, nous sommes dans la plaine de Vientiane, et c'est l'association riz, canard, poisson. Les déjections, évidemment, des animaux vont servir à alimenter les poissons, et évidemment, le riz va permettre d'alimenter les canards. Juste pour montrer qu'on peut aussi à des coûts. Nous sommes en Chine, hein, la Chine moderne d'aujourd'hui. Hein. Mais la Chine moderne d'aujourd'hui, c'est pas que les gratte-ciel qu'on nous montre. C'est aussi une irrigation qui ne coûte rien en énergie. C'est le petit filet d'eau, pas très élevé. Et hop, on arrive à irriguer, même en saison sèche. Parce que vous avez vu, la roue a tourné, elle a coincé de l'eau s'écoule. Honnêtement, l'aqueduc en bambou, c'est pas très coûteux. Hein. Donc le retour sur investissement est très élevé. On l'oublie. C'est les projets dans lesquels les retours sur investissement sont les plus rapides. Évidemment, ce n'est pas spectaculaire. Et puis je vais vous dire, je serai, Madame l'ambassadrice, franchement, pour l'inaugurer, le cordon avec le ministre, ça fait pas bonne façade. Mais n'empêche, parfois, les projets les plus utiles sont ceux qui se font dans la discrétion, à des coûts minimums, et qui soulagent la misère des plus modestes. Et puis, dans la Chine moderne aussi d'aujourd'hui, c'est dans une même parcelle, vous voyez deux variétés de riz. Je ne sais pas si de là où vous êtes, vous voyez qu'il y a une variété de riz qui est quasiment déjà à maturation, une autre qui n'en est qu'à l'épisan et qui est toute verte. Et vous allez me dire, mais pourquoi mélanger deux variétés de riz dans une si petite parcelle? Ben, c'est comme ça qu'on lutte contre les champignons. On n'éradique plus les champignons. On n'est plus de fongicides. Mais le champignon pathogène de la variété qui vous apparaît verte, quand il veut rejoindre d'autres variétés vertes de l'autre côté de la petite barrière, eh bien la variété qui lui fait barrière empêche la prolifération, moindre prolifération des spores de champignons pathogènes. Oui, on n'éradique pas les champignons, on minore leur prolifération. Avec des variétés tolérantes, on minore leur ravage. Oui, l'agriculture moderne de demain, elle sera inspirée de l'agroécologie. Et puis, excusez-moi, c'est les Français qui aiment le magret, le canard, le foie gras. Et parfois, puisque nous pratiquons un peu la riziculture, évidemment, là, vous imaginez bien que la riziculture pratiquée en France, c'est de l'imitation. On a imité ce que faisaient les Asiatiques. On a beaucoup appris de l'Asie. Mais on n'avait pas tout appris. Parce qu'on avait un peu oublié que la rizière, à l'origine, il n'y avait pas que du riz. Il y avait des poissons, il y avait des escargots, il y avait des grenouilles, et il y avait des canards. Quand on ne mettait pas tous les produits en seed, la rizière était un écosystème d'une incroyable complexité. Et dans les canards asiatiques, on sait que le canard, il sait picorer une mauvaise herbe, et il ne s'attaque pas au riz. On sait que le canard picore les insectes ravageurs du riz. On sait que ces canards vont commencer à fouiner l'eau sale de la rizière, faire de l'obscurité, et l'herbe adventice n'aura pas accès au soleil. Tout ça, c'est une création asiatique. Nous, quand on a commencé à faire du riz, on n'avait que du riz, pas un canard. Ben, figurez-vous, on est en train d'expérimenter l'introduction de canards qui, pendant des siècles, ont été sélectionnés non pas pour leur aptitude à distinguer une mauvaise herbe d'un brin de riz, mais pour produire du foie gras et du magret. Et figurez-vous, ces canards que l'on a sélectionnés pour tout à fait autre chose, on les met dans la province française où on produit du riz, et vous savez la nouvelle, ils n'ont pas perdu leur aptitude. Ils sont capables de fouiner dans le sol et faire de l'obscurité pour les mauvaises herbes. Ils sont capables de distinguer une mauvaise herbe d'un brin de riz. Franchement, hein, les Français, on aurait pu apprendre plus vite. Hein. Bon, voilà. J'aurais des tonnes d'autres exemples de tout pays. Mais c'est vrai quand même, l'agroécologie, il y a quelques principes fondamentaux. Après, c'est vrai qu'en fonction des considérations locales, on voit comment associer les cultures, lesquelles associer, et on voit comment surtout correctement rémunérer les paysans
pour que cette agriculture moderne, mais exigeante en travail, leur assure un revenu décent. Honnêtement, si la question était que technique, est-il possible de nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière avec une agriculture savante, inspirée de l'agroécologie? Alors je vous dis tout de suite, vous avez toutes les raisons d'être optimiste. Maintenant, si vous me dites, est-ce que l'ordre économique et politique mondial est-ce qu'il y a quelques raisons d'être optimiste pour que tout le monde puisse se nourrir correctement et durablement? Là, je suis plus timide et vous avez même le droit de ne pas me poser la question. Voilà, merci. Excusez-moi d'avoir été trop long. Bravo.